Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous annonce d'emblée le sujet de la vidéo. Je vais parler du collagène, des protéines de collagène, et je vais vous expliquer ce que je comprends actuellement de leur utilité dans notre quota protéique journalier. Donc en simple, vous pourrez répondre à cette question. Est-ce que je dois compter ou non le collagène dans mes protéines de la fin de la journée? Donc, c'est parti. Alors, le collagène, tout d'abord, c'est un type de protéine que vous allez trouver dans la partie que je pourrais qualifier de complémentaire, ça vous donne un petit indice, au type de protéine que vous allez trouver dans la partie musculaire des animaux. Donc si vous mangez de la viande musculaire, mais que vous n'avez pas la partie complémentaire riche en collagène, quelque part il y a une forme de déséquilibre. Ce déséquilibre vient d'un profil différent au niveau de ce qu'on appelle l'aminogramme. Donc les acides aminés, ce sont les composants des protéines. Vous allez avoir certains, ce sont des blocs de construction si vous voulez. Vous avez les blocs de construction de la viande musculaire qui sont représentés par un certain profil d'acides aminés et les blocs de construction du collagène qui sont représentés par d'autres acides aminés. La grosse différence, pour ceux qui veulent les détails, va notamment se trouver au niveau de la méthionine et la cystéine, deux acides aminés soufrés que vous allez trouver dans la viande musculaire, et puis la glycine, dont on entend, je crois, de plus en plus parler, à moins que ce soit juste dans le type d'information que je reçois moi personnellement, mais c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Et la glycine va représenter, c'est variable, mais probablement entre 20 et 30% du contenu du collagène que vous allez avoir. Donc si vous avez 100 grammes de collagène, vous pouvez compter qu'il y a à peu près un tiers ou un quart qui est fait de glycine, donc par exemple 25-30 grammes. Donc voilà, la différence fondamentale est là. Ensuite, l'idée est de savoir si le collagène, vous pouvez le compter pour prendre du muscle ou non. Alors pourquoi prendre du muscle? Parce que souvent, lorsqu'on calcule le quota protéique journalier, on le calcule par rapport à ce qu'on appelle la MPS en anglais, qui est la synthèse protéique musculaire, c'est l'abréviation de Muscle Protein Synthesis pour MPS. Et donc si le collagène vous aide à prendre du muscle, il faut le compter. Si le collagène ne vous aide pas directement à prendre du muscle, peut-être qu'il vaut mieux ne pas le compter. Et c'est là que je vais en fait vous suggérer tout simplement de compter effectivement le collagène dans les calories des protéines, mais pas dans le quota de protéines qui vous permet de prendre du muscle. Application pratique extrêmement simple. Vous faites 60 kg. Voilà. Et puis, vous avez en tête qu'il faut manger un peu plus de 1,5 fois votre poids en grammes de protéines par jour. Bon, ceux qui aiment bien être précis, c'est vrai qu'on a des données pour 1,6 environ, on a des données pour 1,8, il y a tout un débat autour de ça. Pour être simple dans l'explication, ici, je vais surtout vous suggérer de vous occuper par exemple d'un client, d'une cliente, d'un coaché, d'une coachée, d'une personne que vous avez envie d'aider et lui dire, bon, c'est simple, ne te prends pas la tête, prends ton poids, multiplie par 1,5 et tu essaies d'avoir un petit peu plus. Donc pour quelqu'un de 60 kg, ce sera dans les 90 grammes. Je dis 90 parce que je suis en Suisse, comme ça, vous faites d'une pierre deux coups, vous savez quoi faire avec le collagène et vous parlez suisse. Ou belge, hein, bien sûr. Donc, avec les 90 grammes, 90 grammes, vous avez en tout cas 1,5 fois votre poids en grammes de protéines. Si vous ajoutez par exemple 20 grammes de collagène à la fin de la journée, vous allez avoir 110 grammes. Et bon, bah, peut-être vous allez vous dire, wow, 110 grammes c'est énorme pour quelqu'un de 60 kg, mais en fait, en l'occurrence, le collagène va vous aider pour tout un tas de choses, mais ne va pas vous aider directement à construire une grande quantité de tissu musculaire. Ceux qui veulent aller un peu plus dans les détails vont peut-être être intéressés par cette partie. C'est la croissance musculaire est liée à plusieurs choses, mais elle est liée notamment à certains acides aminés, dont un en particulier, qui n'est pas le seul important, mais c'est un signal important qu'on appelle la leucine. Et la leucine, c'est un acide aminé qui fait partie de ces acides aminés qu'on appelle branchés, avec la leucine, donc leucine, isoleucine et puis valine, ce sont les trois acides aminés branchés qu'on connaît sous forme de BCAA, qui sont vendus, je me permettrai de dire à outrance, dans les magasins de suppléments, qui ne sont pas spécialement utiles. En fait, l'idée, c'est qu'il faut effectivement avoir la leucine comme élément signal. Excusez-moi, je viens de faire bouger la table, j'espère que je ne vous ai pas donné la nausée. Et en fait, ce que j'aime bien donner comme exemple, c'est que pour prendre du muscle, la leucine, imaginez que la construction musculaire, c'est une voiture qui démarre et puis qui roule. Donc voilà, si la voiture ne démarre pas, il n'y a pas de construction musculaire. Si la voiture roule, eh ben, au fur et à mesure qu'elle avance, il y a la construction musculaire. C'est une analogie très simple, mais je vais vous expliquer pourquoi je donne celle-là. La leucine, c'est le feu vert. La leucine va dire, cool,
on démarre. La voiture démarre, elle commence à avancer. Et ensuite, les autres acides aminés, les acides aminés essentiels, vont permettre la continuité. Ça veut dire que vous allez pouvoir continuer de construire de la masse musculaire avec la présence des autres acides aminés. Mais si vous allumez 50 feux verts, je caricature en disant vous mangez que de la leucine, ça ne va pas booster votre synthèse protéique musculaire de ouf, quoi. En fait, vous allez juste avoir un super feu vert. Alors c'est cool pour vous, le message est très clair, on peut commencer à construire du muscle, mais s'il n'y a pas le matériel pour continuer, s'il n'y a pas l'essence pour continuer d'avancer, entre guillemets, ça ne va pas le faire. J'arrête là l'analogie, mais c'était juste pour ne pas se planter avec des mauvaises comparaisons en disant bon ben voilà, je dois avoir des BCA avec 12 fois plus de leucine ou 8 fois plus de leucine que de valine et d'isoleucine ou alors même que des autres acides aminés. Vous avez besoin de leucine, absolument, c'est intéressant pour prendre du muscle, ça n'y a aucun doute, il y a beaucoup de littérature là-dessus, c'est quelque chose de très concret. On parle même d'un seuil de leucine. Certains calculent leur seuil de leucine, essaient d'avoir entre 2 et 3 grammes de leucine par portion. Ça peut être normalisé au poids, ça peut être normalisé à la masse maigre, ça peut être normalisé à la masse maigre, et puis on peut... Bref, il y a plein de façons de calculer ça, mais l'idée est de vous dire, est-ce que finalement le collagène que je vais prendre, il contient notamment ces éléments-là, et ce qu'il faut pour prendre du muscle. Alors, oui et non. Oui et non, mais pas suffisamment pour que, par exemple, le collagène vous aide à prendre du muscle comme... par exemple de la bavette de bœuf ou voilà, un steak de viande musculaire. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut absolument manger de la viande pour prendre du muscle, hein, ce ne serait pas un raccourci à faire, mais voilà, la logique est assez simple. Vous prenez du tissu musculaire d'un animal, de la viande musculaire, vous le décomposez, vous avez le profil, vous avez l'aminogramme, vous avez le profil des blocs de construction. Vu que vous venez de déconstruire, entre guillemets, du muscle, vous avez tout ce qu'il faut pour reconstruire du muscle, parce que c'est vraiment similaire. Donc, si maintenant vous prenez une partie qui n'est pas constituée de muscles, vous allez avoir des acides aminés. Et puis, bon, vous vous dites probablement, mais c'est bon, en fait, dès le moment qu'on a les acides aminés, on peut reconstruire. D'ailleurs, c'est pareil pour les acides aminés des plantes, etc. Ce qui est vrai dès le moment qu'elles sont assimilées correctement. Mais vous allez avoir besoin d'un certain équilibre. Et pour prendre du muscle, ce ne sera pas optimal. Par exemple, si après votre entraînement, vous dites « Ok, le collagène, c'est des protéines », et que vous prenez 40 grammes de collagène après l'entraînement, vous n'allez pas vous dire « Ok, j'ai saturé ma synthèse protéique musculaire ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ce que je vous suggère, c'est effectivement de le compter dans les protéines, mais pas dans votre quota calculé pour prendre du muscle. Donc, finissons cet exemple d'une personne de 60 kg. Cette personne de 60 kg va par exemple consommer un peu plus de 90 grammes de protéines par jour, donc un peu plus d'1,5, disons. Pour les puristes, visez par exemple 1,6, spécialement dès le moment que vous êtes en maintien calorique ou en léger surplus, il y a très probablement peu de chances que vous ayez besoin de plus que ça. Si vous êtes extrêmement sec, extrêmement athlétique, normalisez ces calculs par la masse maigre, ce sera plus intéressant, parce que c'est là qu'on peut voir des différences. Mais là, les différences sont potentiellement conséquente, spécialement pour les bodybuilders, où là vous pouvez retenir les chiffres suivants. Donc là pour la masse maigre, ce serait je crois 2,7 à 3,1 grammes par kilo de masse maigre. Donc si vous avez 20% de masse grasse, en gros, vous divisez, vous multipliez ce chiffre par 0,8. Voilà, bon, pour ceux qui étaient intéressés, vous avez certainement compris, sinon vous repassez avant dans la vidéo, entre 2,7 et 3,1 grammes par kilo de masse maigre. Ce sont les données de la revue de l'ISSN sur les besoins en protéines, avec notamment dans les auteurs Alan Aragon. Bref, ça c'était pour ceux qui voulaient aller chercher les sources, je ferai en sorte de le mettre en dessous. Je crois que c'était aussi publié avec Eric Helms. Ok, donc, vous avez ces 90 grammes. Vous rajoutez par exemple 20 grammes de collagène, à la fin vous avez 110 grammes de protéines. Cette personne aura tout ce qu'il faut. Elle aura tout ce qu'il faut pour construire du muscle et en plus aura quelque chose de bénéfique pour le côté articulaire, donc particulièrement bénéfique pour les tendons, pour la régénération de pas mal de tissus. Le collagène, vous êtes fait de plus de collagène que de masse musculaire. Donc l'idée ici, si vous aimez bien cette petite phrase où on est ce que l'on mange, bon bah si on est nous constitué de plus de tant de % de collagène, pourquoi est-ce qu'on consomme surtout de la viande musculaire? Et c'est là qu'on voit un déséquilibre au niveau des aminogrammes.
Et lorsqu'on a un déséquilibre au niveau de ces blocs de construction, là ce que j'aime bien comme exemple, c'est imaginer Tetris. Je ne sais pas si vous avez joué à ce jeu, mais bon, voilà. Vous avez des blocs qui arrivent comme ça. Et imaginez que vous avez qu'un type de bloc qui arrive pendant un moment et que ça ne vous permet pas de continuer de bien construire, entre guillemets. Vous voyez l'image. Eh bien, vous allez avoir un déséquilibre. Vous allez avoir potentiellement une situation dangereuse qui va vous faire perdre le jeu. Bon, fin de l'analogie, vous avez compris. Mais ici, l'idée, c'est la même chose. Si vous avez des blocs de construction qui vous permettent de reconstruire votre propre organisme à petit niveau, entre guillemets, eh bien, dès le moment que c'est équilibré, vous n'avez pas de souci. Dès le moment que c'est déséquilibré, vous allez avoir des accumulations de certains, voire même des manques d'autres. Et donc, il y a des acides aminés essentiels, des acides aminés qu'on peut qualifier de conditionnellement essentiels et des acides aminés qui ne sont pas essentiels. Et en fait, l'idée, ce serait d'avoir tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous-même, si vous voulez, refaire les morceaux correctement. Et donc, non seulement ce sera intéressant d'avoir les acides aminés essentiels, mais ce sera aussi intéressant d'avoir des acides aminés qui, entre guillemets, sont qualifiés de conditionnellement essentiels, mais qui, selon ma compréhension du moment, pourraient être qualifiés d'essentiels, mais pas essentiels pour la survie, essentiels pour une vie de qualité. Donc c'est une autre manière de voir la chose, mais je pense que la glycine, donc cet acide aminé qui va être majoritaire dans les protéines de collagène, je pense que la glycine pourrait faire partie des acides aminés considérés comme essentiels si le but de ces recommandations était une santé optimale. Donc voilà pour mon avis là-dessus. Et puis pour vous donner quand même un autre exemple, prenons quelqu'un de 80 kg, pour changer un peu de gabarit, pour correspondre à différentes personnes qui écouteront la vidéo. 80 kg, prenez cette fois-ci une personne qui a envie d'être un peu plus précise au niveau des calculs, et prenons une personne même qui se retrouve dans une situation, allez, bodybuilding, compétition extrêmement sèche, comme on dit, donc très athlétique, très découpée, avec très peu de masse grasse, en gros, beaucoup de masse musculaire proportionnellement à la masse grasse. Cette personne est dans ses 3 dernières semaines de préparation de compétition, la phase un petit peu ultime de perte de graisse, où le but est vraiment d'avoir les muscles les plus visibles possibles. Et cette personne-là de 80 kg, vous n'allez pas lui dire wow, consomme environ 1,5 g de protéines et avec un peu plus ça ira. Non, là on est dans les formules 1 de la composition corporelle. On parle vraiment des personnes qui veulent optimiser les résultats, et s'il y a 2% d'avantage de performance par rapport à l'autre, c'est peut-être ça qui fera que ces personnes-là passeront devant sur le podium, tout simplement. Donc là, on est dans les optimisations minutieuses. Donc vous pourriez lui dire par exemple, bon, on prend un peu de marge, prends 2 grammes par kilo de poids de corps. En plus, tu es en léger déficit calorique à cette période-là, parce que tu essaies de continuer de creuser un petit peu de masse grasse, mais voilà, pour vraiment être sûr de toucher le moins possible ta masse musculaire, qu'elle puisse se régénérer, qu'elle puisse avoir suffisamment de signaux pertinents pour rester alors que tout ton corps perd un peu de sa matière, ça va être important de prendre peut-être un petit peu de marge. Et puis en plus, c'est un côté rassurant. Imaginez que vous parlez à un bodybuilder de compétition, lui dire, bon, il y a des études qui prouvent clairement que ça ne sert à rien de faire plus de 1,62, machin, il va vous regarder. Écoute Coco, ça fait 2,5, ça fait 3-4 ans que je mange 2,5 à 3 grammes de protéines par jour. Déjà 2 grammes c'est chaud, mais là 1,6, faut pas déconner. Vous imaginez un petit peu la situation. Autant prendre un peu de marge dans le sens qui rassure, entre guillemets, vu que probablement ça n'aura pas beaucoup d'effets négatifs de passer de 2 grammes, enfin de 1,8 grammes par kilo de poids de corps à 2 grammes par exemple. Par contre, psychologiquement, ça peut être énorme. Et si vous avez un impact positif sur le plan psychologique, l'impact physiologique est colossal. Vous avez probablement une idée de ce que le stress peut faire sur une composition corporelle. Les quelques personnes qui malheureusement ont eu un événement stressant juste avant de monter sur scène à la compétition, bon voilà, vous avez fait de la flotte, c'est pas une surprise. Et ça, c'est une partie de ce que le stress peut faire. Mais sur la partie plus chronique, vous pouvez perdre beaucoup plus facilement de la masse maigre, dont bien sûr votre précieux tissu musculaire en tant que bodybuilder. Donc là, vous pourriez dire, ok, 80 kg x 2, 160 grammes. Bon, 160 grammes de protéines hors collagène. Et cette personne, peut-être pour fin de préparation, vous pouvez imaginer, ok, j'ai des douleurs articulaires, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux épaules et tout. C'est dur de... Chaque jour, j'ai des petites douleurs qui m'accompagnent, etc. On parle de performance, c'est pas forcément évident. Mais bon, ceux qui font de la performance savent très bien serrer les dents et continuer d'avancer. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne passeront pas outre, mais voilà. Vous pourriez dire, allez, bon, 30-40 grammes de collagène en plus. Et cette personne va avoir 200 grammes de protéines alors qu'elle fait 80 kg. Donc hors contexte, donc sans considérer le fait que cette personne
Voilà, à 40 grammes de protéines de collagène, beaucoup de personnes se diraient mais c'est énorme, ça sert à rien ce que tu fais. Donc là, ce serait 2,5 fois son poids en grammes de protéines en l'occurrence. Donc 80 fois 2, 160 fois 2,5, donc plus la moitié de 80, ça donne 200. Donc 2,5 grammes de protéines pour cette personne, c'est énorme. Et en même temps, dès qu'on enlève la partie collagène, on se dit que c'est pas si fou que ça. Et en fait, probablement que ça l'aidera juste, probablement à la fois au niveau santé et au niveau de ses articulations. Donc voilà deux exemples de 60 kg, je dirais, pour une personne, bon, arbitrairement, j'ai choisi que la personne de 60 kg était une personne, entre guillemets, lambda. Il peut y avoir des compétiteurs à 60 kg qui ont un look incroyable, hein, donc ne faites pas de raccourcis. Mais voilà, une personne de 60 kg qui prendrait environ 90 grammes de protéines, 1,5 fois son poids, sous forme de protéines de qualité, mais qui ne sont pas du collagène, et qui rajouterait par exemple une vingtaine de grammes de protéines et arriverait à 110 grammes à la fin de la journée, ce qui pourrait représenter quasiment 2 fois son poids, mais on ne les compte pas parce que c'est du collagène. Pour la personne de 80 kg, avec un côté plus compétiteur, etc., vous pouvez quasiment aller à 2 grammes dans une phase de déficit calorique. Ça ne veut pas dire que vous avez assurément quelque chose de quantifiable statistiquement à 2 grammes plutôt qu'à 1,8 ou à 2 grammes plutôt qu'à 1,6, mais retenez l'essentiel, c'est-à-dire que dans un message, il faut qu'il soit simple, il faut qu'il soit rassurant, il faut qu'il soit cohérent par rapport au contexte. Et si vous chipotez sur des détails et que la personne se dit non mais je veux être sûr de ne pas perdre de muscle, c'est pas sûr, c'est archi sûr, c'est des personnes qui sortent de chez elles qui se disent j'ai fermé ma porte et puis qui retournent et qui referment la porte. Là, vous êtes à 5 mètres, vous retournez, vous refermez la porte, c'était déjà fermé. Vous avez perdu quoi? Vous avez perdu 5 secondes. Si ça rassure la personne, c'est une excellente chose. On s'en fiche que ce soit finalement déjà 100% sûr, verrouillé au niveau de la synthèse protéique musculaire. Vous voyez un petit peu l'idée. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Vous faites comme vous voulez après. Et le message ensuite est simple, il est cohérent par rapport au aussi tout un contexte où tout le monde dans le domaine du bodybuilding va dire il faut tant de grammes de protéines et puis voilà, c'est le débat éternel quoi. Plus de muscles à manger, plus de muscles, enfin voilà, le raccourci est vite fait. Et puis ce genre de discours populaires vont très vite faire le tour et puis forcément ça peut rassurer. Mais justement, utilisez ça à votre avantage et puis proposez par exemple 2 grammes de protéines et puis, excusez-moi, le reste qui pourrait être justement pour le collagène. Pour le reste des macronutriments, je pense que je vais faire d'autres vidéos pour vous expliquer ce que j'en pense. Comme ça, vous avez une idée ici pour les protéines de manière générale. C'est quand même assez spécifique parce que j'ai donné les quotas de protéines quand même de manière générale dans une optimisation de la prise de masse musculaire ou de la composition corporelle. Et je vais faire une vidéo également pour les glucides et une vidéo également pour les protéines, pour les lipides, excusez-moi. Et vous verrez que bien sûr, en fait, les glucides, les lipides et les protéines, vous les montez les trois, en gros, si vous voulez, sur un quota calorique total, parce que ce sont des macronutriments, ce sont des nutriments qui contiennent de l'énergie qu'on utilise sous forme de calories. C'est une mesure de chaleur, c'est une mesure thermique à la base. C'est pas le plus précis, c'est pas une science extrêmement rigoureuse, on n'est pas dans les mathématiques là, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant qui peut être calculé dans des contextes très précis. Si vous prenez par exemple des données dans ce qu'on appelle des chambres métaboliques, donc imaginez que voilà, je me mets dans un sas comme ça et puis tout autour de moi tout est fermé, et puis qu'on mesure les entrées et les sorties de chaleur, on peut mesurer très précisément ce que mon corps consomme. Et donc on pourrait me donner très précisément aussi certains aliments, et puis on pourrait essayer d'évaluer combien j'ai besoin, on pourrait savoir exactement combien j'ai perdu, etc. Donc c'est quelque chose d'intéressant, et je pense que c'est intéressant d'en parler dans ce contexte calorique, parce qu'on a un petit peu une dichotomie. Il y a ceux qui comptent les calories, il y a ceux qui ne les comptent pas, il y a ceux qui disent les calories ça compte, et ceux qui disent les calories ne comptent pas. Alors, bon, déjà, pour une petite part d'humilité, je pense que le modèle n'est pas parfait, c'est certain, mais ça devient quand même difficile de défier des principes comme ceux de la thermodynamique. Ça ne veut pas du tout dire que le modèle est parfait, de loin pas. Et puis pour les personnes un peu minutieuses, félicitations si vous avez vu qu'effectivement il y avait des problèmes. Par contre, pour les charlatans, et j'insiste, pour les charlatans
qui disent que les calories ne comptent pas et que c'est que l'insuline, et qui derrière vous vendent quelque chose du style du thé détox ou ce genre de conneries parce que vous êtes incapable de vous en sortir avec le contexte que cette personne a donné, mais qu'au final, voilà, des petits trucs miracles, ça se vend bien et puis c'est passé derrière comme ça. Bon, ça m'énerve. Je ne donnerai pas de nom, mais franchement, dans l'idée, quelqu'un qui vous suggère par exemple que l'insuline est le seul truc qui fait grossir, sans compter les calories, bon bah allez-y, à partir de demain, mangez 150 grammes de sucre tous les jours. 150 grammes de sucre dans le contexte calorique, on se dit, bon, ok, c'est rien, il n'y a pas de micronutriments et tout, ok, d'accord, je passe sur ça un instant, mais 150 grammes par jour, ça veut dire quoi? 150 grammes de glucides x 4 pour la valeur calorique, vous avez 600 calories par jour. Pensez vraiment que quelqu'un, qui que ce soit sur Terre, va prendre du poids à 600 calories par jour. Pourtant, il y a 150 grammes de sucre. Hein. Par rapport au modèle de l'obésité par rapport à l'insuline, la personne, elle va exploser là. Évidemment, cette personne va perdre du poids. Donc bon, ça c'était juste la démonstration par l'absurde. Hein. Voilà, l'idée, c'est pas de consommer 150 grammes de sucre par jour, comme ça, sucre blanc, juste pour faire le test. Moi, je l'aurais fait parce que ça m'aurait amusé de faire le test et puis j'expérimente plein de choses sur moi. Donc voilà, si je suis mon propre cobaye, c'est ma responsabilité. Vous me laissez faire les conneries que je veux, c'est sur mon propre corps. Mais c'est pas du tout quelque chose que je recommande. Donc voilà, déjà 20 minutes sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris que globalement le message est que si vous essayez d'optimiser votre prise de masse musculaire ou votre composition corporelle, donc avoir en gros le plus de muscles possible pour le moins de graisse possible de manière un petit peu caricaturale, en général c'est ce qu'on recherche, eh bien ne comptez pas le collagène directement dans votre quota protéique, comptez le quota protéique lié à la croissance musculaire et ajoutez le collagène après coup. A très vite pour la prochaine vidéo, probablement sur les glucides, peut-être les lipides, on verra dans quel sens je mets ça. Merci beaucoup pour votre temps et je vous dis à la prochaine.